Cette situation stratégique permet dans un premier temps l'approvisionnement en matières premières et la commercialisation des produits finis, mais elle permet également le bon fonctionnement la commercialisation des produits finis et le bon fonctionnement des usines grâce à l'eau de la Vilaine, d'où leur proximité avec le fleuve. Donc la plus ancienne, c'est l'usine d'engrais qui s'installe juste en face de la gare dans les années 1870. Puis on verra ensuite l'apparition de la distillerie Valais au début du XXe siècle, juste à côté de l'usine d'engrais. Ensuite, ce sera la confiturerie Lucas qui s'installera, elle, plutôt à côté du port, côté Messac toujours. Et donc, elle changera plusieurs fois de propriétaire au cours du XXe siècle et d'appellation. Et aujourd'hui, on la connaît sous le nom de l'usine La Fermière. Et enfin, la dernière usine qui s'installe au niveau du port, c'est la plus récente. Elle est construite en 1912 et c'était la plus importante. C'était l'ancienne confiturerie d'Arvor qui aujourd'hui est remplacée par l'EHPAD. Elle était située au niveau de l'EHPAD. Donc ces usines sont toutes caractérisées par une architecture particulière qui découle de l'organisation de la production. D'une manière générale, ce sont de grands bâtiments permettant d'abriter de nombreuses et volumineuses machines qui constituent la chaîne de production. Les ouvertures sont larges et font parfois référence à l'architecture plus classique, comme ces grandes baies en plein cintre encadrées de briques. Donc on les trouvait sur la distillerie Valais et également sur l'ancienne usine d'engrais. Mais ces architectures sont surtout caractérisées, vous le savez sans doute, par ces hautes cheminées en briques qui marquaient vraiment le paysage du port à l'époque industrielle. Donc l'importance et la richesse de certaines usines se retrouvent également dans l'architecture des bâtiments. C'est le cas de l'ancienne usine Arvor, au sein de laquelle se trouvaient des mosaïques réalisées par les ateliers Odorico. D'autres mosaïques ornent aussi le sol d'entrée de la maison de la famille Lorrain, qui était située juste à côté de l'usine. Donc ça, c'était les mosaïques qui étaient présentes à l'intérieur de l'usine, sur les murs et le sol. Et ici, donc, vous avez les mosaïques du sol de la maison de la famille Lorrain. Donc aujourd'hui, seule une des 4 usines est toujours conservée. Il s'agit de l'usine La Fermière. Donc même si le bâtiment a bien changé à travers les époques, il conserve tout de même des éléments caractéristiques de la période industrielle, et notamment ces toitures en chède, qu'on appelle en chède, assez caractéristiques donc du patrimoine industriel. Donc comme nous l'avons vu, Guipry-Messac, c'est une commune riche de son histoire et de son patrimoine architectural. Le bâti ancien étant particulièrement fragile, sa bonne conservation n'est pas toujours aisée. Il est donc nécessaire de s'informer et d'observer afin d'identifier les pathologies qui peuvent lui nuire. Donc en parcourant toutes les 4 le territoire, nous nous sommes rendus compte que la plupart des bâtiments étaient en bon état. Je vais donc vous présenter quelques points qui nécessitent une attention particulière afin de conserver justement afin de poursuivre plutôt cette bonne conservation. Donc nous nous sommes rendus compte sur le terrain que Guipry-Messac, c'est une commune qui est riche par la diversité de ses matériaux. Il faut tout de même préciser que tous les matériaux ne se conservent pas de la même manière et que certains sont plus sensibles que d'autres aux agents dégradants tels que l'eau, le vent ou le gel. Ainsi, la pierre calcaire n'était pas... Il faut savoir que la pierre calcaire, qui compose notamment beaucoup de lucarnes au niveau du port, n'était pas extraite de la commune, mais souvent importée par voie fluviale. Donc ce n'est pas un matériau qui est issu du territoire de Guipry-Messac. Et donc, généralement, elle était peu adaptée au climat humide breton. Et donc, elle est amenée à se détériorer plus rapidement. On a pu faire le constat, notamment à Guipry-Messac, que certaines pierres étaient en mauvais état, notamment quand elles paraissent alvéolées, comme on a ici sur cette photo. La plupart, comme j'ai dit tout de suite, sont sur des encadrements d'ouverture ou bien sur des lucarnes. Il est pourtant important donc de les protéger pour l'architecture de la commune et de les conserver, car elles sont souvent situées sur des bâtiments emblématiques de Guipry-Messac, au décor très soigné, comme on peut le voir ici. Donc, tout comme la pierre, la brique, qui est de la terre cuite, s'use par les effets conjugués de l'eau et de l'érosion. L'altération se distingue alors par son aspect un petit peu décoloré et parfois creusé, dans les pires cas, comme on a ici. Donc à Guipry et surtout à Messac, beaucoup de lucarnes et d'éléments décoratifs sont construits en briques, notamment à partir du XIXe siècle, quand son utilisation se démocratise.
Ces briques viennent en grande partie de l'ancienne briqueterie qui était située sur la commune voisine de Langon. Et donc la grande majorité de ces éléments sont bien conservés et nous avons constaté que certains ont été récemment restaurés. Donc le matériau le plus présent dans la mise en œuvre des bâtiments de la commune, c'est bien sûr la pierre de schiste qui nous entoure aujourd'hui. Donc c'est une pierre qui est très utilisée car elle est directement extraite du sous-sol cette fois-ci. Elle est utilisée essentiellement sous 3 formes. Donc la plupart du temps ce sont des moellons, souvent utilisés pour la réalisation des maçonneries. On trouve également des pierres de taille, utilisées pour les encadrements d'ouverture et aussi pour les chaînages d'angles. Et le schiste, c'est aussi la pierre généralement utilisée pour les ardoises. Donc elle couvre aussi les toitures. Donc c'est une pierre qui possède de nombreuses teintes, comme on peut le voir ici, et qui est reconnaissable par son aspect plutôt feuilleté. Plus résistante que la pierre calcaire ou que la brique, les maçonneries en schiste sont généralement bien conservées. Néanmoins, comme toutes les pierres, il faut savoir qu'elles sont sensibles à l'humidité, notamment quand celle-ci favorise l'apparition de végétation. Donc c'est également le cas pour les toitures, et donc il est important de les protéger et de vérifier notamment qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau à passer dans la charpente ou à l'intérieur du bâtiment. Donc un autre matériau est particulièrement sensible à l'eau, il s'agit du ciment et du béton. Donc ce sont deux matériaux qui apparaissent plus tardivement dans la construction. Donc pour rappel, le ciment c'est une poudre qui est composée de calcaire et d'argile et qui une fois mélangée avec de l'eau donne une pâte qui peut servir de liant ou d'enduit dans la construction. Le béton quant à lui est un mélange de ciment et de granulats, donc du sable, des graviers, souvent utilisé pour la réalisation de structures porteuses comme des dalles ou des poutres. Ces deux matériaux sont aujourd'hui fréquemment utilisés dans les constructions modernes, mais il faut savoir qu'elles étaient généralement absentes de la mise en œuvre des bâtiments anciens. Donc à Guipry-Messac, beaucoup de bâtiments anciens sont dotés d'un enduit au ciment. Donc certains bâtiments ont été bien conservés, d'autres présentent différents types de pathologies. Plusieurs bâtiments enduits présentent des altérations liées à l'humidité. En effet, le ciment comme le béton sont des matériaux qui ne laissent pas respirer le bâtiment. Et donc les remontées capillaires ne peuvent pas s'évacuer à travers les murs, ce qui provoque parfois le craquellement des enduits. Dans certains cas, quand l'enduit recouvre des matériaux plus fragiles, comme la brique, les remontées capillaires participent à leur dégradation, ce qui peut nuire parfois aux structures porteuses. Le ciment peut aussi être altéré par des agents naturels, comme les mousses ou les lichens, et donc ils peuvent se propager sur l'enduit, notamment quand celui-ci est en présence d'eau ou d'humidité. Donc sur les bâtiments anciens, il est parfois nécessaire de retirer ces enduits au ciment afin de laisser respirer le bâtiment. Certains agents dégradants peuvent aussi venir endommager les bâtiments. La végétation, par exemple, peut altérer à plus ou moins long terme les maçonneries, notamment en raison de l'action des racines qui fragilisent les murs et créent des brèches dans les joints. Ces brèches sont alors autant de portes ouvertes pour l'humidité, qui peut également, comme je vous l'ai dit tout de suite, altérer la maçonnerie. Même quand cette végétation est présente à titre décoratif comme la vigne ou la glycine, il est important de faire attention à qu'elle ne se propage pas beaucoup. Donc, afin de conserver et de protéger les bâtiments anciens, il est aussi important de faire attention aux restaurations. En effet, en modifiant certaines caractéristiques d'origine, elles peuvent altérer la lecture du bâti. Il est donc important de prendre en compte les formes et de les respecter, les formes mais également les matériaux mis en œuvre pour la construction d'un bâtiment, et donc c'est important de prendre en compte ces deux éléments avant de restaurer un édifice. Ces restaurations vertueuses seront alors des facteurs d'attractivité, à la fois pour préserver le paysage de carte postale du centre-ville et pour réinvestir aussi les bâtiments inoccupés. Et donc une bonne restauration permet également de transmettre ce patrimoine dont nous sommes les garants aux générations futures. Enfin, comme nous l'a montré l'étude du plan de revitalisation, Guipry-Messac a une grande part de logements vacants. Cela peut également fragiliser les le bâtiment qui, par destination, est fait pour être habité, occupé. En effet, avec l'abandon du bâtiment, les agents pathogènes dont je viens de vous parler, donc l'eau, le vent, la végétation, sont favorisés. En effet, des réparations qui pourraient être rapidement effectuées sur un bâtiment occupé, comme la réparation d'une gouttière ou le remplacement d'ardoises, sont tout de suite plus compliquées quand le bâti est à l'abandon. De plus, un bâtiment non chauffé et non aéré se dégrade aussi par l'intérieur avec l'apparition éventuelle de moisissures ou de champignons,
surtout s'il est en contact direct avec l'humidité. Donc, nous avons vu à travers ces exemples que la bonne conservation du bâtiment ancien tient en plusieurs facteurs. Le plan de revitalisation devrait résoudre certaines problématiques, comme celle du trafic routier et de la vacance des logements dont je viens de parler. Il est donc important de conserver en parallèle une cohérence architecturale dans le centre-ville. Cela passe parfois par de petits gestes, comme respecter l'homogénéité des façades ou privilégier des devantures adaptées aussi aux bâtis plus anciens. Alors donc,